Merci tout d'abord à l'Académie pour le bonheur d'en être. Chacun se reconnaîtra. Mais merci plus particulièrement à Étienne Quénan et Max Ponseillet pour ce très beau colloque auquel je suis fière d'appartenir. Merci pour votre confiance. La question qui nous préoccupe ce matin est celle de l'humanisme dans le soin. Le constat est sévère. Durant le demi-siècle écoulé, l'acte de soigner s'est appauvri en humanité, alors même qu'il gagnait tant en progrès. Progrès avec lesquels nous travaillons, mais progrès qui ont invité dans le quotidien du soin une myriade d'actes hautement spécialisés qui ont troublé le regard du soignant, brouillé la subjectivité et fragilisé la clinique. La raison médicale a balayé sur son passage le jugement médical de Ricoeur. Avec la médecine prudentielle, cette faculté de jugement, ce contrat de confiance et, disait le philosophe, sa composante d'amitié, avec le contrat déontologique, lorsque de confiance il est élevé au rang de règle, et ses capacités réflexives, c'est, disait-il, la finalité éthique du jugement. Alors certes, la médecine moderne, détachée de ce colloque singulier, saura prédire et donc prévenir, mais au prix d'une objectivation de celui qui vient vers nous, nous livre sa souffrance et nous donne sa confiance. Logique et bien ordonnée, la nouvelle médecine répand à florès des arbres décisionnels et autres recommandations parfaitement répertoriées, écrasant les herbes folles et les jardins secrets de l'âme et de ses rêves. Son exercice impose à nos cerveaux cartésiens un esprit logique qui peu à peu amoindrira nos capacités réflexives et d'interprétation et par là même appauvrira nos qualités humaines. Un esprit logique qui mettra au pas tout ce qu'il touche et nous démunira de notre libre arbitre et de notre esprit critique. Jean Starobinski s'inquiète lorsqu'il constate que le mesurable et l'objectivable ont pris une telle expansion. Et il appelle de ses voeux le retour du subjectif et du non mesurable. Dans ce contexte de perte de sens, le jeune médecin est pris au piège de l'identification à l'autre et il est soumis à la peur. Peur de la douleur, peur de la maladie, peur de la mort. Il ne dispose pas d'un espace à l'intérieur duquel il pourrait rencontrer son patient sans se confondre à lui, entendre une douleur sans la faire sienne, envisager la fin d'une vie sans mettre en péril la sienne. Est-ce la vie d'un homme ? Disait Victor Hugo dans Les Contemplations. Oui, disait-il, mais la vie des autres hommes aussi. Nul de vous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est vôtre, la vôtre est mienne. La destinée, disait le poète, est une. Et pour se protéger, le soignant s'isole, il s'éloigne, baisse de l'empathie dès la 3e année des études médicales, dit-on. Une étude récente portant sur 13 000 étudiants révèle que 81% d'entre eux sont stressés depuis leur entrée dans le cursus, que 36% sont isolés, que 42% se sont posés un jour la question d'interrompre cette scolarité. Il faut dire que peu d'entre eux n'ont pas été, un jour ou l'autre, interpellés du fond d'un couloir de l'hôpital par un chef de clinique. S'il vous plaît, vous me prendrez un rendez-vous d'IRM pour le diabète de la 29. De quoi parle-t-on ? D'une maladie, assurément, un diabète, d'un organe, un pancréas, d'un taux biologique, une glycémie, une insuline, d'un numéro de chambre, la 29. À la suite d'Hippocrate, nous devons être catégoriques sur la différence entre la maladie et l'être malade. Et Cynthia Fleury a tenu à intituler « L'être malade » sa nouvelle chaire de philosophie. Le sujet malade, c'est l'organe malade, c'est la maladie, mais c'est bien sûr, et vous le savez, un être et son histoire, avec une culture, peut-être une religion. Pendant que l'étudiant inquiet se met en quatre pour ce fameux rendez-vous d'IRM
pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, derrière la porte de la 29, peut-être un homme pleure, peut-être un homme prie. Lorsque ma génération prenait soin d'un patient, il y avait une parole échangée, une conversation. Et j'en reviens à ce magnifique langage décrit par Pierre Lecause tout à l'heure. Il y avait une parole écrite, un récit collecté dans un dossier parfois relu pour soi. Et je remercie Pascaline Rocher pour cette très belle description de la médecine narrative. Un récit parfois aussi relu à voix haute. Et je salue Régine de Tambel pour son travail remarquable sur cette lecture à voix haute. Et puis, dans le cadre de l'examen clinique, et je parle toujours de ma génération, le patient, rappelez-vous, était déshabillé. Il était inspecté, palpé, ausculté. En fait, il était touché. La fraternité a un regard, l'hospitalité une main, écrivait Edmond Jabès. La nouvelle médecine est venue noyer notre colloque singulier dans des milliers d'autres colloques organisés en algorithmes, fabriquant une médecine chiffrée et basée sur les preuves et formulant, par le biais des statistiques et de la bioinformatique, un diagnostic, un traitement et un pronostic. Et pourtant, disait Paracels, connu grâce à Thierry Lefebvre-Bertrand, la médecine a pour objet les hommes, l'homme, mais finalement, un homme. Et c'est derrière ce diabète de la chambre 29 que se cache cet homme, attendant en silence une imagerie qui, couplée à d'autres facteurs, établira par le jeu de l'intelligence artificielle son diagnostic, son traitement, son pronostic. Je suis gynécologue. Et dans ma spécialité, l'organe qui est derrière cette fameuse porte, c'est un utérus, souvent. Un utérus, contrairement à bien d'autres organes, n'est pas toujours malade lorsque nous devons nous en occuper. Un utérus peut évoquer l'amour par le stérilet qu'il abrite, peut-être le désir d'enfant ou pas, peut-être par des trompes bouchées, une stérilité, à moins qu'un petit être déjà ne palpite en son sein avec cette part de mystère et d'énigme qu'aucune médecine, si moderne soit-elle, ne pourra jamais approcher. Valeur du médecin que de s'incliner devant ce qui le dépasse. La valeur du médecin, disait Paul Valéry, diminue en raison directe des moyens d'investigation que lui donne la technique physico-biologique. Plus en dispose-t-il, plus s'efface-t-il devant eux et renonce-t-il facilement à observer et à réfléchir. Or, poursuit Starobinski, la démarche scientifique va devoir tenir compte de la part de croyance, d'opinion, de défiance et de réflexion qui se mêlent à notre désir de connaître, de comprendre et de soigner. Pour tenter de maintenir un tant soit peu cette valeur et la réflexion qui la porte, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers la réflexion éthique, et Jacques Braget nous en parlera. Ce fut un fort soutien. Au sein de nos groupes de réflexion éthique, nous parlons. Et l'éthique a fait aussi une brillante entrée dans le cursus des études médicales. Les étudiants en sont heureux. Mais, Jacques, l'éthique ne suffit pas. Certes, cette réflexion éthique naît de la singularité d'une histoire, jamais des hommes de Paracels, jamais de l'homme, mais d'un homme. Elle est souvent déclenchée par une émotion pour laquelle vous nous avez si bien enseigné, cher Pierre Lecause, qu'elle est à l'origine de toute question éthique, mais que nous devons nous en affranchir rapidement, car elle pourrait porter atteinte à la dignité du patient. Très vite, la question éthique va donc s'éloigner du sujet. Elle va prendre de la hauteur. Par exemple, l'humanité de l'embryon, le bien fondé de cette congélation qu'on nous demande aujourd'hui, la date du début de la vie, sont réfléchis en soi, pour soi, hors contexte. Ils s'universalisent. Ce n'est donc pas à l'éthique, mais ailleurs, que je vous invite aujourd'hui.
Didier Sicard a confessé il y a peu, je le cite, « J'ai plus appris pour soigner des livres, du cinéma ou de la peinture que de la médecine. » C'est donc à partir d'une formidable intuition que notre ami Jean-François Mattei, a envisagé que la culture générale soit un outil possible pour le retour de la médecine vers l'humanisme. Il est membre de l'Académie nationale de médecine, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et c'est de façon transversale entre les deux compagnies qu'il a élaboré une réflexion sur le bien fondé de la réintroduction des humanités dans le cursus des études médicales. Face à un groupe de travail qui est à l'œuvre depuis 18 mois, nous sommes 3 ici présents à avoir été auditionnés parmi une 50aine d'autres, Pierre Lecos, Jacques Bringer et moi-même. Lorsque Jean-François Mattei propose l'enseignement de la culture générale dans les études médicales, il dépasse la question des références littéraires. En fait, il considère la culture comme capable de reconstituer la faculté de penser. Régine nous l'a dit tout à l'heure. Une faculté de penser desséchée par les algorithmes, comme, et je reprendrai les mots de Foucault, une expérience dont on sort transformé et qui permettra alors un autre mode d'accès à la vérité. Car, ajoute Ricoeur, comprendre un texte, c'est se comprendre devant le texte. Par ailleurs, explique Jean-François Mattei, cet apprentissage va réintroduire le passé, là où la médecine moderne ne traite plus que d'avenir. L'histoire de la médecine est essentielle à la pensée médicale. Sans la présence de l'historien, poursuit Starominski, le médecin d'aujourd'hui ne saurait se poser les questions qu'il doit se poser, moins sur la manière d'élaborer que sur la manière dont il doit utiliser son propre savoir. Ainsi, la culture générale pourra ramener la science médicale vers l'art qui la constitue en fait. Et elle veillera à ce que jamais remédier ne s'éloigne de méditer. Transposé à la médecine, explique Jean-François Mattei, et je le cite, ces considérations sur la culture générale rendent compte de la possibilité d'une vision holistique de chaque patient, particulièrement précieuse dans la nécessaire relation d'empathie. Gérard Réac, son confrère à l'Académie de médecine, ajoute, je le cite, « Le soin a besoin des humanités, faute de quoi il devient inhumain, bien. » Mais quels vont être les circuits par lesquels cette culture va permettre à l'humanisme de revenir vers la science ? Le retour des humanités dans les études médicales, poursuit Réac, est nécessaire pour rétablir l'équilibre entre les chiffres et le verbe. Le verbe. Au commencement était le verbe. Le verbe, c'est notre accueil en ce monde. L'origine de la vie, c'est la chair, bien évidemment, mais c'est la chair élevée à l'ordre de la parole, nous expliquait le psychanalyste montpelliérain Jean-Daniel Causse. C'est par l'accueil dans le langage que va s'élaborer ce qu'il y a en nous d'humain. C'est le logos, articulé au bios, qui fera de la reproduction, la procréation et du grumeau de cellules, l'humain. La langue fera ensuite culture. Elle fera notre accès au monde, elle fera notre accès à l'autre. Nous ne comprenons les choses, dit Ricoeur, que par le grand détour des signes de l'humanité déposés dans les œuvres de culture. Mais comment la langue, cette langue, Pierre, dont vous parliez tout à l'heure, comment la langue pourra-t-elle réparer l'humain abîmé ? La langue, c'est d'abord une adresse, elle interpelle, elle salue un autre, puis elle élabore un message, elle dessine une idée qui fera philosophie, par exemple, ou métaphysique, qui fera penser. Il ne peut y avoir de pensée sans langage. La langue que nous parlons ne nous appartient pas.
Elle porte en elle l'histoire des générations qui nous ont précédés. Et lorsqu'elle nous fut transmise, nous reçûmes en même temps leurs joies et leurs peines. La langue ouvre au champ de l'interprétation. Et c'est par ce biais de l'interprétation, qui est toujours présente au fil des lignes, que la lecture va pouvoir élaborer la pensée. Le langage médical est aussi soumis à l'interprétation, pas seulement pour l'accès à l'inconscient et aux bienfaits de la cure psychanalytique, mais déjà dans tout échange, même des plus simples, entre le patient et le médecin. Mon médecin, disait Canguilhem, est un exégète avant d'être un réparateur. Au cœur de la langue, il y a les mots. Mais dans le domaine de la culture, les mots peuvent ne pas dire la chose. Dans la poésie, par exemple, la concordance entre le mot et la chose, chère à l'académicienne Barbara Cassin, peut manquer. Le poète n'est pas à l'aise avec le mot qui dit. Le poète choisit toujours le mot qui évoque. Pour dire la douleur, pour dire la peur, pour dire l'absence ou la souffrance, ou tout simplement la mort, il lui faut la métaphore. Et par cette interprétation et cette métaphore, la culture portée par la langue va ouvrir un espace nouveau. Un espace comparable à cet espace transitionnel cher aux psychanalystes, si bien décrit par Winnicott. Un espace qui permet de projeter nos émotions sur autre chose que sur nous-mêmes, et par là même d'aller vers l'autre sans danger, et de regarder la douleur sans peur. Et, cher Philippe Barthez, peut-être aussi la mort sans peur. Un espace qui abritera les identifications croisées. La lecture va situer celui qui lit à une place telle qu'il pourra penser l'autre. Et c'est ainsi que pourra revenir la fonction réflexive. Et cet espace va nous offrir la juste place, cette bonne distance dont nous savons à quel point elle est importante pour protéger le patient, certes, mais le médecin aussi. C'est à ce moment-là que s'ouvrira la porte de la chambre 29. C'est à ce moment-là que la rencontre pourra avoir lieu, que l'émotion pourra se parler sans peur et la souffrance sans douleur, et que se fera le lien à l'autre en humanité retrouvée. Je vous remercie.